Et puis dans l'info en grand avec vous, Benjamin, le plus grand mystère de tous les temps de l'aviation civile avec cet avion, le MH370, qui il y a 10 ans, jour pour jour, disparaissait complètement des écrans radars pour ne jamais être retrouvé. Alors on pensait que les secrets de ce crash seraient à jamais perdus dans les mers, mais attention, ça y est, l'enquête est de nouveau renouvelée. En tout cas, jusqu'à présent, jamais aucun pays, jamais aucune entreprise privée n'a réussi à retrouver la trace précise de l'épave de ce Boeing qui transportait 239 passagers. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il part le 8 mars 2014, cet avion de Kuala Lumpur. Minuit 41, il décolle, il va prendre la direction de la Chine. Au début, il suit sa trajectoire. On a une dernière transmission 40 minutes plus tard à 1h21. Et puis ensuite, il disparaît. On le retrouve une dernière fois sur les écrans radars à 2h40. Complètement en dehors de sa trajectoire qui doit aller sur Chine, il se trouve à des centaines et des centaines de kilomètres. Alors évidemment, dans un premier temps, les recherches se jouent ici. Évidemment, bien sûr. Mais très vite, en fait, on va aller chercher beaucoup plus loin. Pourquoi ? J'ai élargi la carte, on part de là. L'océan Indien. Pourquoi ? Parce que très vite, à La Réunion ou à Madagascar, on va retrouver des débris qui vont très vite être reliés à l'appareil MH370 et même ensuite derrière au Mozambique. Et donc les experts, en calculant avec les courants, estiment que finalement l'avion aurait fait une trajectoire qui ressemble plutôt à ça. Et donc du coup, on a eu des zones de recherche que j'ai mis en rouge ici, à des milliers de kilomètres des côtes australiennes et surtout à des dizaines de milliers de kilomètres ici d'où on se trouvait à la base. Ce sont les plus grandes recherches de l'histoire de l'aviation civile. Il y a eu les Chinois, il y a eu les Malaisiens, il y a eu les Australiens, il y a eu une aide internationale pour les Russes. On n'a jamais retrouvé. 2017, ça s'arrête. C'est relancé 2018, puisqu'il y a une entreprise texane qui dit on va le tenter, on a une robotique, on le tente. Et en 2018, pendant 3 mois, il tente, il n'y arrive pas. Et là, on se dit c'est fini. Et puis, il y a eu ce week-end l'émotion qui a ressurgi avec les 10 ans et les proches des victimes qui ont manifesté lors d'un rassemblement. Leur émotion, leur recueillement, toujours intact aujourd'hui. Et on voit que dans la classe politique malaisienne, ça a fait bouger des lignes. Le Premier ministre, qui était très sceptique, dit s'il y a des preuves convaincantes qu'il faut relancer les recherches, nous serons sans aucun doute heureux de le faire. Puis le ministre des Transports, encore plus vindicatif. La Malaisie est déterminée à retrouver l'avion. Le coût n'est pas le problème. Ça tombe bien, l'entreprise texane dont je vous parlais il y a quelques instants a de nouveau fait acte de candidature pour relancer la recherche. Donc il y a une convergence pour que ça reparte finalement alors qu'on avait un peu tout lâché. Alors ça fait 10 ans qu'on parle de cette histoire, de ce grand mystère. Est-ce qu'il y a des pistes qui dominent, des théories parce qu'il y en a beaucoup quand même, énormément. Oui, alors j'ai mis les hypothèses qui s'affrontent, j'aurais dû mettre les théories parce qu'en fait aujourd'hui tout est construit, vous allez voir, avec plein d'éléments. Alors j'en ai mis 3, ce sont les 3 qui reviennent quand même beaucoup. Le suicide du pilote, des tirs de missiles, vous allez voir, on va y revenir, ou des problèmes techniques. Le suicide du pilote, c'est la thèse qui a surgi très vite dans les médias. L'individu a été examiné en long en large, il avait des problèmes personnels. Un rapport de Boeing affirme en 2016 qu'il y a eu des virages anormaux et que l'avion a été piloté jusqu'au bout. À son domicile, les médias américains affirment avoir trouvé des trajectoires de simulateurs. En jaune, la trajectoire estimée de l'avion, en rouge, la trajectoire du simulateur du pilote, qui semble, on va dire, se rapprocher. Donc ça, c'est une hypothèse forte concernant le MH370, toujours aujourd'hui. Je continue avec l'autre hypothèse, qui revient beaucoup, le tir de missile, et notamment le tir de missile américain. Hypothèse qui est défendue par au moins 2 personnes. Alors, Marc Duguin, qui est romancier, mais qui est aussi expert en aéronautique, qui a été notamment le patron d'une petite compagnie aérienne. Il fait une longue enquête, il publie ça dans Paris Match. Pour lui, l'avion a été détourné et il prenait la direction d'une base américaine située sur l'île de Diego Garcia. La base américaine est ici. Si vous regardez sur la carte, en fait, c'est vrai que ça correspond quand même à la zone où il y a des débris. Et donc les Américains auraient abattu l'avion selon lui pour éviter l'attaque sur la base américaine. Ah, d'accord. Première théorie du missile. Mais il y en a une deuxième. Celle-là est défendue par la journaliste du Monde, Florence de Changy, qui a fait une très longue enquête, des années d'enquête, qui a publié un ouvrage là-dessus. Pour elle, le sujet, c'est la cargaison à bord de l'avion. Il y avait, selon elle, une énorme cargaison de produits électroniques chargés sans être préalablement scannés. Pour elle, c'est une cargaison de matériel électronique américain que les Chinois ont voulu détourner et que donc les Américains ont voulu reprendre. Ça a mal tourné et ça a fini avec un tir de missile sur l'avion. Vous voyez, les théories qui se construisent. Mais ce qui est frappant, c'est que tout est construit à chaque fois sur des faits. Donc elles s'affrontent avec des faits. Et puis il y a quand même aussi, elle est peut-être moins...
on va dire mirobolante, mais la thèse du problème technique, celle d'une dépressurisation ou alors d'un incendie à bord, une perte de conscience des membres de l'équipage. J'aurais pu vous citer le détournement par les Russes vers le Kazakhstan de l'avion, ou alors un tir de sous-marin chinois. Il y a de multiples thèses, mais vous voyez que c'est florissant. Évidemment. Alors, c'est passionnant, hein. C'est complètement romanesque, votre affaire. Concrètement, quels éléments nouveaux pourraient surgir de nouvelles recherches? Parce qu'on n'a pas déjà tout essayé, Benjamin? Il y a un peu de mystère sur cette nouvelle initiative d'Ocean Infinity, parce que c'est cette entreprise américaine dont on parlait tout à l'heure qui est au cœur des nouvelles recherches. Ce qu'elle dit d'abord, c'est que entre 2018, où elle mène ses recherches, aujourd'hui, c'est écoulé 6 ans, et qu'elle s'est améliorée. Depuis, nous sommes concentrés sur la transformation de nos opérations en mer. Des innovations en technologie, en robotique, nous permettent d'améliorer nos capacités de recherche. Donc, premier point, meilleure capacité de recherche. Deuxième point, quand je vous remonte les zones de recherche, ça fait des dizaines de milliers de kilomètres carrés. C'est très très vaste. Ce que dit l'entreprise, c'est qu'elle a amélioré le ciblage. Nous avons travaillé avec de nombreux experts extérieurs à l'entreprise pour analyser les données et réduire la zone de recherche de sorte à ce qu'un succès devienne possible. Meilleure technologie, meilleur ciblage. Écoutez le ministre des Transports malaisien, il semble convaincu. Ils sont prêts et ils ont finalisé la proposition. Et nous sommes prêts à en discuter. Il n'y a aucune réticence. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en ce qui concerne le gouvernement malaisien, nous sommes engagés dans les recherches et les recherches doivent continuer. Évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est pour rassurer les victimes qui sont en pleine émotion ou s'il y a vraiment des éléments concrets qui donnent matière à espérer. Non, mais je suis fascinée par cette histoire, mais je ne suis pas la seule, parce que c'est un mystère qui nous occupe depuis longtemps. Xavier, vous avez une hypothèse ? Une hypothèse, non, pas vraiment, mais ce que je me dis, c'est que la zone de recherche est quand même immensément grande, plus de 100 000 km², même avec les nouveaux moyens dont on dispose aujourd'hui, ça risque d'être extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement important aussi pour les familles des 239 passagers. On rappelle, Benjamin l'a fait, qu'il y avait 4 Français à bord et que 10 ans après, c'est toujours extrêmement difficile de faire le deuil, en fait, quand on n'a pas de corps, quand on n'a pas pu assister à une cérémonie avec le corps dans un cercueil après un tel accident.